Au cours du mois de novembre 2025, une nouvelle étude a retenu l'attention de la communauté scientifique en révélant que la Lune glacée Encelade, en orbite autour de la planète Saturne, laisse s'échapper de la chaleur non seulement au niveau de son pôle sud, déjà célèbre pour les fissures surnommées « rayures de tigre », mais aussi au niveau de son pôle nord. Cette découverte est venue confirmer un phénomène jusque-là soupçonné, sans jamais avoir été établi de manière aussi claire. Aux premiers abords, on pourrait se demander pourquoi cet excédent de flux thermique est si important, et surtout, pourquoi il dépasse tout ce à quoi on pourrait s'attendre dans un scénario de simple refroidissement de la glace par l'espace environnant. En effet, si Encelade ne possédait qu'une couche de glace inerte entourée de roches froides et d'eau gelée, on ne verrait pas une telle intensité thermique à la surface, car la dissipation de chaleur serait bien moindre. Or, les instruments de mesure et les analyses numériques menées par les spécialistes ont indiqué qu'il fallait nécessairement faire intervenir une source de chaleur interne pour expliquer ce surcroît d'énergie détecté au pôle Nord. Le mécanisme principal envisagé combine les effets de force de marée induite par Saturne et la dissipation d'énergie thermique au travers des couches internes de la Lune. Ces forces de marée sont provoquées par l'attraction gravitationnelle variable de Saturne, qui étire et comprime en permanence le noyau et l'enveloppe solide d'Encelade. En se déformant, la structure interne de la Lune frotte sur elle-même et produit de la chaleur, un peu à la manière de l'échauffement causé par la flexion répétée d'une pièce de métal ou par le mouvement incessant de l'écorce terrestre dans les zones soumises aux marées océaniques sur notre planète. Lorsque cette énergie thermique se diffuse, elle tente à maintenir un océan liquide sous la glace, et c'est précisément l'un des points critiques pour l'habitabilité potentielle de ce monde. Durant les premières années d'observation, l'attention s'était focalisée sur la région sud de la Lune, car c'est là que les célèbres rayures de tigre furent découvertes. Ces longues failles barbares, qui courent à la surface de la calotte polaire, laissent s'échapper des jets de vapeur, de particules gelées et de panaches plus ou moins chargés en composés organiques. Les images transmises par la sonde Cassini, qui a opéré dans le système de Saturne entre 2004 et 2017, ont profondément changé la perception que l'on avait d'Encelade. Elles ont montré la présence d'un océan global sous la banquise, contredisant l'idée répandue que la Lune ne possédait qu'une solide enveloppe gelée sur plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur et un noyau rocheux relativement froid. Cependant, malgré les preuves solides concernant le rôle de la région du pôle sud dans ce dégagement de chaleur, il restait à démontrer que l'autre extrémité de la Lune ressemblait à ce tableau. Cette nouvelle étude publiée en novembre 2025, Science, a donc franchi une étape décisive en prouvant que le pôle Nord d'Encelade, lui aussi, évacue un flux thermique bien plus important qu'on ne l'aurait imaginé dans un modèle classique de simple conduction de chaleur vers l'extérieur. La raison pour laquelle cette découverte se révèle si capitale à l'échelle de la science planétaire et de l'exobiologie tient au fait qu'elle accrédite l'idée d'une source d'énergie interne agissant à l'échelle globale. Lorsqu'on parle d'habitabilité, c'est-à-dire de la possibilité de trouver des conditions propices à la vie, l'eau liquide demeure une condition essentielle, mais ce n'est pas la seule. Il faut également qu'une forme d'énergie soutenue puisse aider aux réactions chimiques nécessaires à l'émergence ou au maintien de processus biologiques. Sur Terre, la lumière solaire alimente les écosystèmes de surface, mais dans les profondeurs des océans, ce sont des phénomènes hydrothermaux et des réactions chimiques qui offrent une alternative non négligeable. De la même façon, si Encelade recèle un mécanisme capable de maintenir un océan liquide sous la glace et d'alimenter en continu une chimie interne, on peut alors concevoir un environnement favorable à des micro-organismes alimentés par ce que l'on appelle la chimiosynthèse. Celle-ci repose sur l'utilisation de composés chimiques et de gradients d'oxydoréduction à la place de la lumière solaire pour fournir de l'énergie numériquement exploitable par des organismes vivants. La question était donc jusqu'à présent de savoir si l'océan d'Encelade pouvait rester liquide très longtemps et si les sources de chaleur sous la surface étaient suffisamment généralisées pour offrir des niches habitables plus ou moins durables. Dans ce contexte, la mise en évidence d'un excès de chaleur non seulement au sud, mais également au nord d'Encelade, renforce de manière décisive la probabilité que cet océan interne s'étende et se maintienne sur des échelles de temps géologiques. Science Daily. À présent que les scientifiques se rendent compte que la Lune n'est pas seulement chaude au pôle sud, mais présente aussi un déséquilibre thermique au pôle nord, cela suggère une forme de symétrie globale dans le bilan de chaleur. Les modèles envisagés par l'étude de novembre 2025
propose que la dissipation interne résulte de frottements généralisés, peut-être canalisés par des structures dans le noyau rocheux lui-même. Cette chaleur produite en profondeur s'accumule au travers de fluides océaniques, puis migre petit à petit vers les régions polaires, qui font figure de soupapes thermiques pour libérer l'excès d'énergie. De ce fait, l'océan demeurerait non seulement présent sous la glace, mais il bénéficierait d'un brassage régulier assuré par des mouvements d'eau chaude se répartissant dans toutes les directions. Or, ce brassage est fondamental pour assurer la distribution et la dispersion des éléments chimiques nécessaires à d'éventuels micro-organismes. Si l'océan restait figé en profondeur ou se retrouvait séparé par des parois de glace trop épaisses, la circulation des nutriments serait considérablement réduite, ce qui limiterait le potentiel d'habitabilité. Grâce à cette dissipation globale, on pense désormais qu'Encelade favorise un mélange permanent des fluides souterrains, rendant le milieu plus homogène et par conséquent plus susceptible de maintenir des réactions chimiques sur le long terme. Pour corroborer ce scénario, les chercheurs qui ont signé l'étude de novembre 2025 s'appuient sur plusieurs méthodes de mesure et d'analyse des données de la sonde Cassini. Les saisons polaires, qui se succèdent sur Saturne bien plus lentement que sur Terre, ont permis aux instruments de Cassini d'observer Encelade au cours de périodes distinctes, par exemple lors de l'hiver de 2005 et de l'été de 2015 dans l'hémisphère nord. Les capteurs infrarouges et les techniques de cartographie thermique ont servi à quantifier finement le flux sortant à travers la glace. Puis, en comparant ces observations à des modèles numériques qui simulent un refroidissement purement passif, les auteurs ont constaté que les mesures dépassent clairement les scénarios traditionnels. Par conséquent, les données ne rentrent pas dans le cadre d'une simple conduction thermique où la chaleur interne se dissiperait de manière uniforme et lente. Les conclusions auxquelles parvient l'équipe soulignent qu'il faut en plus envisager des apports énergétiques endogènes, parmi lesquels les forces de marée jouent un rôle majeur. Les chercheurs discutent également la possibilité que la circulation océanique, embrassant sans cesse l'eau entre différentes profondeurs, contribue à convoyer la chaleur stockée dans le noyau vers les pôles. Cette mise en mouvement peut s'accompagner de remontées d'eau chargées en nutriments et en gaz, accentuant la probabilité de trouver des réactions chimiques à la base de la biosynthèse. L'implication astrobiologique d'un apport d'énergie global et soutenu est considérable. Les chercheurs le soulignent. S'il existe un moteur chimique actif, capable de générer un flux constant de substrats énergétiques, alors la chaîne de réactions nécessaires à la vie se maintient plus facilement. De nouvelles voies de chimiosynthèse peuvent émerger, nourries par le dihydrogène produit dans le cœur rocheux et par la présence d'autres composés carbonés. Lorsque la molécule de dihydrogène apparaît, elle témoigne généralement d'interaction entre l'eau et certaines roches, ce qui indique qu'Encelade ne se limite pas à une masse de glace inactive, mais héberge bel et bien des réactions hydrothermales. Or, ces réactions constituent précisément un scénario expérimental de choix sur notre planète pour l'étude de l'origine de la vie. Les scientifiques établissent ainsi un lien direct entre la découverte de dihydrogène en 2017 et la signature thermique qui, de surcroît, est plus marquée qu'on ne le pensait au pôle Nord. Dans un univers où la subsistance de la vie est souvent menacée par l'absence de liquide, de chimie organique ou d'une source d'énergie durable, voir qu'Encelade cumule ces trois ingrédients apparaît particulièrement enthousiasmant pour la recherche de la vie ailleurs que sur Terre. En consolidant l'idée que la Lune de Saturne est active aux deux pôles, cette étude enrichit aussi la perspective de futures missions spatiales dédiées à l'exploration d'Encelade. Depuis la fin de Cassini, la communauté scientifique n'a cessé d'évoquer l'envoi d'un orbiteur spécialisé qui analyserait en continu les panaches, effectuerait des survols répétés des pôles, voire déposerait un atterrisseur muni d'instruments de sismométrie pour scruter toute l'architecture interne de la Lune. Les spécialistes estiment que de nouvelles cartographies thermiques à haute résolution pourraient affiner notre compréhension de la manière dont la chaleur se répartit entre le sud et le nord. Il demeure possible qu'il existe encore des particularités régionales, des systèmes de fracture uniques ou même des canaux de convection privilégiés. Chaque détail supplémentaire viendrait renforcer notre modèle interne d'Encelade et nous en apprendrait plus sur la façon de débusquer la vie sous une couche glacée. Avec l'éventualité d'un échantillonnage direct des panaches dans l'espace immédiat autour de la Lune, on peut espérer identifier des marqueurs chimiques clarifiant la dynamique hydrothermale et la circulation d'éléments essentiels comme le carbone, l'azote, le soufre ou certains métaux nécessaires à la catalyse biologique. En parallèle, de nouveaux outils d'analyse isotopique,
comme l'examen du rapport entre deux isotopes différents du carbone ou de l'hydrogène, pourrait indiquer si des processus biologiques s'y déroulent ou s'y sont déroulés dans le passé. Ces constats motivent déjà de nouvelles hypothèses et de nouveaux projets. Les spécialistes aimeraient poursuivre l'analyse en recoupant diverses données acquises lors des saisons polaires distinctes, tout en étudiant finement les variations de luminosité solaire dans ces régions reculées. Point essentiel, les mesures infrarouges, combinées au modèle de mécanique des fluides, peuvent dorénavant être comparées à des analyses plus fines de la composition des volutes jaillissant des fissures au pôle sud et, désormais, éventuellement de sources actives au pôle nord. Si l'on arrivait à confirmer l'existence de remontées de fluides chargés en dihydrogène ou en d'autres gaz pertinents au nord, cela montrerait que l'activité hydrothermale n'a rien d'anecdotique et s'inscrit dans un cycle plus vaste, où l'eau réagit en profondeur avec la roche et regagne la surface polaire sous forme de jets ou de flux de chaleur intense. Cela bouclerait la démonstration selon laquelle l'ensemble de la Lune, et pas uniquement sa banquise méridionale, participe au renouvellement chimique. La prochaine grande étape passe par l'obtention de cartographies thermiques encore plus précises, afin d'affiner les estimations au degré près. Des instruments capables de scruter la surface polaire à différentes longueurs d'onde pourraient apporter des indices décisifs sur la distribution spatiale de la température. On rêve d'avoir des survols répétés d'Encelade, avec un regard régulier sur ces régions polaires, pour surveiller l'évolution du flux de chaleur au fil du temps. Il s'agit d'un défi technique considérable, car il faudra coordonner plusieurs types de capteurs, non seulement des spectromètres infrarouges, mais aussi des caméras thermiques, voire des radars, pour sonder l'épaisseur de la glace et la présence éventuelle de fractures. Les chercheurs de l'Université d'Oxford espèrent qu'une telle approche pourra fournir des informations cruciales pour déterminer avec exactitude la dynamique interne d'Encelade. Parallèlement, une réanalyse multicapteur des données existantes pourrait aider à mieux cerner les incertitudes qui entourent les estimations de flux. En effet, les mesures de Cassini couvraient plusieurs modes d'observation, intégrant parfois la lumière solaire réfléchie ou absorbée, ainsi que la luminosité thermique propre à la Lune. En recroisant ces différentes lectures, les scientifiques peuvent filtrer les variations externes, comme l'angle d'ensoleillement, et se concentrer sur l'excédent de chaleur qui émane directement de l'intérieur. Les futures missions gagneraient à embarquer des instruments plus sensibles et capables de fonctionner à des températures polaires parfois situées à plusieurs dizaines de degrés Celsius sous zéro, tout en conservant une résolution spatiale et temporelle suffisante. Au-delà de l'étude purement thermique, les chercheurs imaginent déjà des dispositifs supplémentaires qui pourraient révolutionner notre connaissance de l'océan souterrain d'Encelade. L'analyse spectrométrique des panaches, par exemple, contribuerait à détecter la composition chimique exacte de l'eau expulsée et à identifier de possibles signatures d'activité hydrothermale. On peut aussi envisager la dépose d'un sismomètre à la surface, apte à capter les moindres vibrations provoquées par les mouvements de marée ou par la circulation d'eau sous la glacée. En interprétant ces signaux, il serait alors possible de cartographier la structure interne de la Lune avec une finesse inégalée. De tels projets s'inscrivent dans l'idée d'une mission dédiée à Encelade, qui dédierait un nombre suffisant de survols pour percer les secrets de la banquise et de l'océan qu'elle protège. L'eau liquide est cruciale, car elle constitue un solvant doté de propriétés chimiques uniques. Elle favorise les réactions biologiquement importantes, en permettant aux molécules de se déplacer, de se rencontrer, de s'assembler et de se transformer. On sait depuis longtemps que la Terre est devenue vivante, en partie, grâce à la présence continue d'eau liquide en surface et aux échanges entre l'océan et l'intérieur de la planète. À l'échelle d'Encelade, la situation se distingue par le fait que son océan est profondément enfoui sous une épaisse couche de glace, rendant son existence discrète et difficile à détecter. Si la sonde Cassini n'avait pas croisé les panaches qui s'échappent de fissures au pôle sud, notre compréhension serait restée incomplète. Les données combinées ont néanmoins montré qu'il existait un océan global, c'est-à-dire un vaste réservoir d'eau liquide qui enveloppe probablement l'intérieur rocheux de la Lune. Cette découverte justifie l'enthousiasme de la communauté scientifique, car dès lors qu'il y a de l'eau sous forme liquide sur des échelles de temps potentiellement longues, on peut commencer à considérer des scénarios propices à l'apparition de la vie. Toutefois, la seule eau ne suffit pas. Il faut identifier une source d'énergie satisfaisante
et une chimie suffisamment diversifiée pour aller au-delà de simples molécules isolées. L'énergie constitue le deuxième pilier. Sur Encelade, elle provient essentiellement des forces de marée exercées par Saturne, la planète géante autour de laquelle elle orbite. Le mouvement orbital de la Lune n'est pas parfaitement circulaire, il est elliptique, ce qui provoque des déformations successives de la structure d'Encelade. Celle-ci s'accompagne de frottements internes appelés dissipation de marée. Ces frottements libèrent de la chaleur qui peut maintenir l'océan dans un état liquide, alors qu'il devrait normalement être complètement gelé, compte tenu de la distance d'Encelade au Soleil. Tant que la Lune poursuit sa rotation en orbitant Saturne, il y a un apport de chaleur renouvelé qui se diffuse vers la glace et l'océan. La découverte d'un flux thermique inhabituellement élevé, d'abord au pôle sud et désormais identifié au pôle nord, a été cruciale pour comprendre à quel point cette Lune était chaude à l'intérieur. Cette chaleur enfouie semble circuler plus intensément que ce qu'on pourrait attendre d'un simple refroidissement géologique passif. On évoque donc le rôle majeur des marées comme moteur de réchauffement. Si l'on confirmait que l'énergie générée par ces mouvements internes entretient vraiment l'océan depuis des millions, voire des milliards d'années, ce serait une preuve supplémentaire de la stabilité à long terme d'un milieu liquide potentiellement habitable. La dissipation de marée implique aussi des dynamiques complexes de mouvement d'eau entre l'intérieur rocheux et l'océan, car la chaleur peut stimuler des remontées et des circulations de fluides via des fissures et des canaux. On pense que cela pourrait créer les conditions idéales pour de la chimiosynthèse, c'est-à-dire un procédé par lequel certains organismes, comme les microbes qui pullulent aux sources hydrothermales de la Terre, tirent leur énergie de réactions chimiques plutôt que de la lumière. Sur notre planète, ces créatures prospèrent autour des fameuses cheminées noires, des monticules rocheux sous-marins d'où s'échappent des fluides brûlants riches en minéraux. C'est là qu'intervient la dimension hydrothermale, troisième ingrédient de cette recette minimale. On emploie le mot hydrothermale pour décrire un phénomène dans lequel de l'eau chaude, issue de l'intérieur d'un corps planétaire, entre en contact avec de la roche dans des conditions de pression et de température suffisamment élevées pour déclencher des réactions chimiques intenses. À l'échelle de la Terre, on observe cela au fond des océans, précisément dans les zones d'activité volcanique sous-marine. Les cheminées noires et blanches, zones où ces fluides volcaniques riches en minéraux sortent de la croûte terrestre, constituent des environnements extrêmes, mais étonnamment vivants. Beaucoup de scientifiques estiment que la vie terrestre est peut-être née dans ce genre de milieu, grâce à un phénomène appelé chimiosynthèse, où des micro-organismes transforment l'énergie chimique des minéraux pour alimenter leurs propres processus vitaux. Sur Encelade, l'idée est que si des cheminées analogues existent au fond de son océan, elles libéreraient de la chaleur, des ions et une gamme de molécules favorables à l'émergence de la vie. Les échanges entre le fluide chaud et la roche sont déterminants pour créer des gradients d'oxydoréduction, c'est-à-dire des déséquilibres chimiques dans l'eau qui peuvent être exploités par des organismes vivants. Ici, la présence de dihydrogène, noté H2, est un indicateur clé d'une éventuelle activité hydrothermale. En effet, sur Terre, ce gaz se forme souvent lorsque de l'eau s'infiltre dans la roche chaude et réagit avec des minéraux comme l'olivine, lors d'un processus nommé serpentinisation. On suppose que des phénomènes similaires pourraient se produire dans l'intérieur d'Encelade. Cela nous conduit au point qu'il reste à prouver pour dépasser le stade de simple potentiel et parvenir à une véritable démonstration. Il est par exemple crucial de mieux connaître la composition minéralogique et chimique du noyau rocheux d'Encelade. Si ce noyau est composé de roches riches en olivine, des réactions de serpentinisation peuvent produire de l'hydrogène et d'autres gaz. On sait que sur Terre, ce processus joue un rôle fondateur dans la genèse de certains environnements propices à la vie. Il se traduit souvent par la transformation de l'olivine en serpentine, un minéral feuilleté, pendant que de l'hydrogène est libéré. Pour confirmer ce scénario sur Encelade, la communauté scientifique attend davantage de mesures portant sur la géochimie des panaches, en particulier sur les rapports isotopiques, c'est-à-dire la proportion relative de certaines variétés d'un même élément. Par exemple, le rapport entre deux isotopes du carbone, notés 13C et 12C, peut renseigner sur l'origine biologique ou abiotique d'une molécule. De même, l'analyse détaillée des composés soufrés, comme les sulfures, aidera à tester s'il existe vraiment un hydrothermalisme actif. Les isotopes de l'hydrogène sont également cruciaux.
Le ratio entre deutérium et hydrogène dans les molécules d'eau ou de gaz porte la signature du type processus à l'origine de ces composés. La présence de nutriments majeurs comme le phosphore et le soufre, ainsi que de métaux tels que le fer, le nickel ou le cobalt, participe aussi à l'évaluation du potentiel biologique. Les organismes ont besoin de ces éléments pour constituer leur structure cellulaire et leurs enzymes. Le phosphore entre par exemple dans la composition des acides nucléiques, qui sont le support de l'information génétique. Quant au soufre, il joue un rôle important dans de nombreux cycles métaboliques, et les métaux peuvent servir de cofacteurs dans diverses enzymes essentielles. Sur Terre, on sait que des zones hydrothermales dépourvues de lumière présentent une abondance de micro-organismes remarquables, capables de tirer parti de ces éléments et de produire de la matière organique qui soutient ensuite des organismes plus complexes. Si un phénomène similaire se répétait dans l'océan d'Encelade, il pourrait théoriquement émerger ou héberger des formes de vie microbiennes hautement adaptées aux conditions extrêmes et privées de lumière solaire. Un autre enjeu de recherche porte sur le cycle du carbone et de l'azote sur Encelade. Les molécules organiques simples détectées dans les panaches, comme le méthane, CH4, et d'autres traces d'hydrocarbures, sont un premier indice. Toutefois, la présence d'acides aminés ou de molécules plus longues constituerait un signal encore plus fort. Les acides aminés sont des briques élémentaires des protéines, elles-mêmes indispensables à la plupart des fonctions biologiques. Une voie pour les identifier consiste à analyser très finement les grains de glace éjectés par les panaches, éventuellement à l'aide d'un spectromètre de masse ou d'un chromatographe embarqué à bord d'une sonde. Plus les instruments seront sensibles, plus on aura de chances de détecter des signatures qui suggèrent une chimie organique avancée. Par ailleurs, on ignore encore si l'azote est présent en quantité suffisante. Sur Terre, cet élément est essentiel aux bases azotées de l'ADN et de l'ARN, qui stockent et transmettent l'information génétique. Bien que l'on ait repéré de l'ammoniac sur Encelade, tout le cycle global de l'azote reste à préciser pour envisager les implications d'une éventuelle biosphère. Lorsqu'il s'agit de démontrer la présence d'un hydrothermalisme actif, on juge aussi de l'évolution des panaches au fil du temps. Une modification de leur composition ou de leur température pourrait signaler une variabilité de l'activité interne, comme un épisode plus intense de circulation de fluides chaud-froid ou une évolution de la pression dans la cavité océanique. Le flux de chaleur peut aussi fluctuer selon les cycles orbitaux de la Lune. Des survols répétés et des analyses télescopiques permettront sans doute de confirmer ou d'infirmer la persistance de ces échanges. Un point passionnant est de déterminer si le milieu hydrothermal d'Encelade se comporte de façon intermittente, créant des niches de vie temporaires, ou s'il demeure stable sur d'immenses échelles de temps, ce qui offrirait un environnement bien plus favorable à l'établissement de communautés microbiennes robustes. Sur notre planète, la longévité de ces systèmes est telle qu'on trouve des écosystèmes profondément enracinés dans les bassins océaniques. Pour prouver formellement l'enchaînement allant de la présence d'eau liquide à la création d'un gradient énergétique, puis à l'émergence d'un système chimique potentiellement vivant, les scientifiques doivent compléter leurs données par des mesures in situ ou par l'étude approfondie de chaque composant chimique déjà émis dans l'espace. À ce jour, les missions passées nous ont donné un aperçu alléchant, mais on reste en quête d'analyse plus pointue. On attend beaucoup de futures sondes qui pourraient se consacrer entièrement à l'exploration approfondie d'Encelade, car les mesures détaillées des panaches, tant au niveau de leur composition chimique que de leurs isotopes, sont nécessaires pour trancher toute incertitude quant à l'existence d'environnements hydrothermaux soutenus à l'intérieur de la Lune. On espère aussi, à plus long terme, déployer sur place des capteurs capables de mesurer de possibles signatures sismiques, lesquelles pourraient révéler la structure interne du noyau rocheux et la distribution des fluides. Coupler ces informations avec une étude thermographique à haute résolution donnerait un tableau complet de la façon dont la chaleur pénètre et circule dans la banquise. Les défis scientifiques qui restent devant nous sont innombrables. On aimerait mieux estimer avec précision la composition des panaches, à la recherche non seulement de H2 et CH4, déjà détectés, mais aussi de composés soufrés, d'éléments traces comme le zinc, le cuivre ou le manganèse, et d'éventuels indices de molécules complexes, tels que des acides aminés. On veut comprendre aussi, dans les grandes profondeurs de l'océan, il existe vraiment des manches hydrauliques, équivalentes à nos dorsales océaniques, d'où s'élèveraient des fluides chauds, capables d'alimenter de possibles oasis de vie.
On souhaite aussi déterminer si des minéraux comme l'olivine, le pyroxène ou la magnétite se forment dans ces conditions, et quel rôle ils jouent en tant que catalyseur pour les réactions chimiques autour des cheminées éventuelles. Chaque détail compte, depuis la taille et la composition des grains de glace projetés dans les geysers, jusqu'aux rapports isotopiques qui en disent long sur l'histoire géologique de la Lune. S'il s'avère que certains panaches contiennent des signatures montrant qu'il y a eu des réactions prolongées entre le noyau rocheux et l'eau chaude, alors la probabilité d'une activité hydrothermale sera considérablement renforcée. Le dernier point essentiel concerne l'investigation du carbone et de l'azote dans ce contexte. Bien qu'on ait détecté des traces de méthane, on ignore encore quelle est la source précise de ce gaz. Sur Terre, une partie du méthane provient de processus biologiques, comme la méthanogénèse chez certains microbes, tandis qu'une autre partie est liée à des phénomènes purement géochimiques. Afin de distinguer ses origines, les scientifiques examinent la signature isotopique du carbone. Lorsque l'on trouve un rapport caractéristique entre 13 sels et 12 sels, cela peut trahir une contribution biologique, car les organismes vivants ont tendance à fractionner ces isotopes de façon particulière. Le thème de l'azote est tout aussi important. Sans azote disponible et adapté, il est difficile d'élaborer des composés essentiels à la vie, tels que nous la connaissons. On cherche donc des indices d'ammoniac plus variés, ou d'autres molécules azotées stables, qui pourraient s'avérer indispensables à la formation d'acides nucléiques. Enfin, la présence de soufre sous différentes formes oxydées ou réduites est un autre paramètre qui peut éclairer sur des chaînes métaboliques potentielles et sur les équilibres redox dans l'océan. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont progressivement réalisé qu'Europe, l'une des grandes lunes de Jupiter, dissimule un immense océan sous une épaisse couche de glace. Cette idée a d'abord émergé lorsque des sondes comme Voyager, dans les années 70, et surtout Galileo, dans les années 90, ont repéré des indices d'une interaction entre la surface gelée et un milieu interne plus chaud. Les images renvoyées par ces engins montraient des failles, des crevasses, et un réseau complexe de stries qui tranchaient avec la géologie plus lisse attendue pour un corps gelé se refroidissant tranquillement. Avec le temps, les données gravimétriques, c'est-à-dire les variations de la gravité mesurées par les instruments à bord, et les mesures du champ magnétique induit, ont conforté l'idée qu'un océan global circule sous la coquille glacée. Cette coquille, dont l'épaisseur exacte reste sujette à débat, est très largement supérieure à celle d'Encelade, la lune glacée de Saturne. En effet, les estimations les plus consensuelles évaluent l'épaisseur de la banquise d'Europe à plusieurs dizaines de kilomètres, voire plus, alors que celle d'Encelade pourrait ne pas dépasser quelques kilomètres au niveau de son pôle sud. En outre, la masse d'Europe est plus importante que celle d'Encelade, ce qui lui confère un champ gravitationnel plus puissant et par voie de conséquence, de plus grandes forces de marée. Les marées proviennent de l'attraction gravitationnelle exercée par une planète aussi massive que Jupiter. À mesure qu'Europe orbite autour de cette planète géante, son intérieur subit un étirement et un relâchement périodiques, ce qui génère des frottements internes capables de chauffer la Lune. Sur Europe, cet échauffement interne se montre particulièrement puissant, du fait de la proximité avec Jupiter et de la résonance orbitale qu'Europe partage avec d'autres lunes, comme Io et Ganymède. Dans le cas d'Encelade, les forces de marée proviennent de Saturne et sont déjà suffisamment fortes pour tenir un océan liquide au-dessous de la glace. Mais pour Europe, plus proche de Jupiter et plus massive, on s'attend encore à un dégagement de chaleur par effet de marée nettement plus élevé. Cela veut dire que les couches internes d'Europe subissent une dissipation d'énergie importante, capable de maintenir de l'eau liquide à grande profondeur. Les chercheurs s'interrogent donc avec une certaine excitation sur la question de l'hydrothermalisme basal, c'est-à-dire la possibilité que l'océan d'Europe entre en contact direct avec une croûte rocheuse ou un noyau suffisamment chaud, de la même manière que sur Terre, où les cheminées hydrothermales des dorsales océaniques favorisent certaines formes de vie. Naturellement, si quelqu'un se rendait physiquement sur la surface d'Europe aujourd'hui, il y ferait extrêmement froid. Les mesures effectuées à la surface dévoilent des températures de l'ordre de moins 160 degrés Celsius, voire en dessous, dans les régions ombragées. Les images en lumière visible montrent une calotte entièrement glacée,
parsemés de lignes brunâtres ou rougeâtres qui laissent deviner l'existence d'inclusions de sel ou d'autres composés chimiques. Les analyses spectroscopiques, c'est-à-dire l'étude de la lumière réfléchie par la surface, suggèrent fortement la présence de certains sels comme le chlorure de sodium ou peut-être du sulfate de magnésium, des composés qui rappellent étrangement ceux de nos océans terrestres. Cela ajoute à l'intérêt astrobiologique de cette lune, car la présence de sel en surface pourrait signifier que des échanges plus ou moins réguliers se produisent entre l'océan sous-jacent et la banquise, laissant remonter certains composés qui ont pu être formés par des processus internes. Toutefois, la grande question qui agite la communauté scientifique reste celle des panaches ou geysers potentiels. Sur Encelade, l'observation directe de véritables panaches de vapeur jaillissant du pôle sud a permis aux chercheurs de confirmer la présence d'un océan liquide et de faire des mesures de composition quasiment en temps réel. Ils y ont trouvé de l'hydrogène diatomique, du dioxyde de carbone, du méthane et d'autres molécules organiques, ce qui a immédiatement posé la question d'une forme de vie possible au sein de cet océan souterrain. Concernant Europe, le télescope spatial Hubble a, à plusieurs reprises, relevé de possibles signatures de jets de vapeur d'eau se projetant au-dessus de la surface. Cependant, ces observations restent assez difficiles à reproduire et certains chercheurs contestent leur robustesse. Le débat demeure ouvert. Soit Europe émet de façon irrégulière des panaches similaires à ceux d'Encelade, soit leurs apparitions sont extrêmement épisodiques, ou bien elles sont moins intenses et passent inaperçues pour la majorité des instruments actuels. Si ces geysers existent bel et bien, ils offriraient un moyen extraordinaire de sonder la composition de l'océan souterrain, car il suffirait de faire passer un vaisseau dans le panache afin d'en prélever des échantillons, comme l'avait fait la sonde Cassini autour d'Encelade. Pour tenter de démêler ces questions, 2 missions majeures se dessinent à l'horizon et suscitent déjà un grand espoir. La première, Europa Clipper, est un engin de la NASA. Son lancement est prévu dans les prochaines années et son arrivée dans le système jovien se fera au cours de la prochaine décennie. Son objectif principal est de tourner autour de Jupiter en effectuant de multiples survols d'Europe pour recueillir un maximum de données. À son bord, plusieurs outils de haute technologie analysera la Lune de manière approfondie. Il y aura par exemple un radar de pénétration spécialement pensé pour sonder la glace, c'est-à-dire qu'il enverra des ondes radar capables de traverser une partie de la banquise et de renvoyer des échos qui permettront d'évaluer l'épaisseur des couches internes. Les ingénieurs espèrent également caractériser des poches d'eau situées moins profondément, si tant est qu'elles existent. En plus de cela, un magnétomètre perfectionné étudiera les perturbations du champ magnétique local, car l'océan salé d'Europe conduit l'électricité et influe sur la façon dont le champ magnétique de Jupiter se propage dans la région. Cette méthode avait déjà permis à la sonde Galileo de déduire l'existence d'un océan mondial sous la glace européenne. Et l'idée est donc de multiplier les survols afin de préciser le volume et la salinité de cet océan. Enfin, des spectromètres, notamment dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet, analyseront la lumière renvoyée par la surface, cherchant des signatures chimiques intéressantes telles que des molécules organiques ou des sels exotiques. Chaque survol sera planifié pour inspecter différentes régions, avec l'espoir de détecter des variations régionales dans l'épaisseur glace-océan, ou éventuellement de repérer des traces de panaches actifs. En parallèle, l'Agence spatiale européenne, ESA, a lancé son propre projet, la mission JUICE, acronyme anglais signifiant Jupiter Icy Moons Explorer. Cette sonde, déjà en route pour Jupiter, devrait arriver dans le système jovien dans le courant de la prochaine décennie également. Bien que l'objectif principal de JUICE porte sur Ganymède, la plus grosse lune du système solaire, la sonde effectuera aussi quelques survols d'Europe et de Callisto pour mieux comprendre leur environnement et leurs propriétés. Pour Europe, les chercheurs espèrent profiter, là encore, d'un radar de pénétration, d'un magnétomètre et de spectromètres pointés sur la surface, afin de compléter les données d'Europa Clipper. Même si la cadence de survol d'Europe sera plus faible que pour Europa Clipper,
La mission de l'ESA devrait offrir des perspectives complémentaires, notamment pour comparer l'activité interne et la structure de plusieurs lunes de Jupiter. Ainsi, en rassemblant un large éventail de mesures, les scientifiques souhaitent dresser un panorama détaillé de l'océan d'Europe, de son épaisseur de glace et de la façon dont les composés chimiques sont distribués à la surface. Dans cette optique, les sondes qui arriveront sur place devront scruter l'horizon, en espérant apercevoir ces émissions éventuelles à contre-jour, ou analyser la composition de l'environnement proche de la surface pour y déceler une surproduction de vapeur d'eau ou de particules éjectées. Les spectromètres seront par ailleurs capables de différencier divers composés, tels que des molécules à base d'oxygène, de carbone, de soufre ou d'azote, qui peuvent révéler des processus d'hydrothermalisme ou d'autres réactions chimiques dans l'océan. Cette quête de signatures chimiques composites, associée à la connaissance des paramètres de température et de pression, devrait aider à déterminer si des processus analogues à ceux qui existent dans les cheminées hydrothermales terrestres ont lieu. Sur Terre, on sait que ces cheminées, où l'eau de mer interagit avec le magma ou des roches très chaudes, offrent un milieu où des réactions chimiques libèrent de l'hydrogène diatomique et d'autres molécules qui peuvent nourrir des micro-organismes capables de se passer de lumière solaire. Europe pourrait être similaire, avec un océan doté de minéraux, de sources hydrothermales, de gradients chimiques et d'un apport constant d'énergie via la marée. Une différence majeure réside dans le fait que la pression et la composition de l'océan d'Europe restent très énigmatiques, et que nous ignorons si l'océan est en contact direct avec la roche, ce qui est jugé essentiel pour ce type de chimiosynthèse. Mais la probabilité demeure plus que non négligeable, compte tenu de la chaleur produite au fil des orbites et de la compétition de forces gravitationnelles dans le système jovien. Toutes ces interrogations scientifiques donnent à la fois un parfum d'aventure et un fort attrait astrobiologique à Europe. Le mystère d'une possible vie extraterrestre se cache peut-être dans les profondeurs de cette lune glacée, et ce potentiel fait d'Europe une destination privilégiée. À l'avenir, outre les missions de survol prévues, l'espoir de nombreux scientifiques serait de poser un module à la surface, afin d'y mener des mesures in situ, de forer la glace et d'atteindre les eaux souterraines. Techniquement, le défi est immense, car percer une glace possiblement épaisse de plusieurs dizaines de kilomètres dans des conditions de radiation intense imposées par Jupiter n'a rien de trivial. Néanmoins, l'idée d'accéder directement à l'océan d'Europe fascine. On pourrait y déployer un sous-marin robotisé, équipé de caméras, de bras manipulateurs et de moyens de détection chimique capables de repérer des traces de micro-organismes ou des structures minérales inhabituelles. Avant d'en arriver là, les sondes de type orbiteur restent la première étape logique pour vérifier la présence de zones plus minces dans la croûte de glace, confirmer ou infirmer l'émission de panache, cartographier la chimie de surface et repérer les emplacements potentiellement moins complexes pour un atterrissage ou pour un forage futur. Tout cela se déroule dans un décor de voyage cosmique autour de la géante Jupiter, un monde qui lui-même n'a pas de surface solide, mais un vaste océan d'hydrogène et d'hélium sous une atmosphère épaisse. Les radiations de Jupiter sont très intenses, surtout dans la zone où évolue Europe, ce qui impose des boucliers épais pour protéger l'électronique des sondes. Par ailleurs, le balai de lunes géantes comme Io, Ganymède et Callisto introduit des phénomènes d'attraction complexifiant encore les rotations et les orbites. Les ingénieurs doivent donc planifier avec soin les trajectoires de leurs sondes pour réussir à se bisser dans ce système, réaliser un maximum de survols rapprochés et transmettre suffisamment de données vers la Terre. Europa Clipper, en particulier, sera doté d'un émetteur plus puissant et d'une antenne de grande taille pour renvoyer les images et analyses. Chaque occasion de survol de la Lune sera préparée à l'avance, de sorte à cibler les zones où l'on suspecte des failles, des crevasses ou de potentielles émanations de vapeur. La collaboration entre Europa Clipper et JUICE permettra également d'obtenir 2 jeux de données complémentaires, dans 2 contextes de missions différents, ce qui renforcera la robustesse des conclusions. Au-delà du simple fait de scruter des geysers, l'étude de la glace de surface intéressa déjà les géologues planétaires à l'époque de Galiléo, puisque les régions fracturées nous renseignent sur l'histoire de l'activité tectonique et sur le renouvellement de la croûte externe. Certaines zones peuvent être plus anciennes et avoir subi un bombardement météoritique important, tandis que d'autres sections, plus lisses, indiquent un resurfaçage géologiquement récent. La structure en banquise, avec parfois des blocs de glace déplacés ou des motifs qui s'apparentent à des banquises dérivantes,
témoignent d'une dynamique interne capable de remodeler la géographie à l'échelle de quelques millions, voire dizaines de millions d'années, ce qui est relativement rapide à l'échelle planétaire. Comprendre ces processus de fracturation et de circulation partielle de l'eau sous-jacente aidera aussi à interpréter les mesures thermiques, la répartition de la chaleur et, indirectement, la localisation la plus probable de l'activité hydrothermale. Depuis que les astronomes ont appris à distinguer les principaux satellites de la planète Saturne, Titan a suscité un intérêt particulier en raison de sa taille et de son environnement très différent de celui des autres lunes. Au fil des décennies, les observations toujours plus précises ont révélé que cette lune était enveloppée d'une atmosphère opaque et étonnamment dense, plus épaisse encore que l'atmosphère terrestre. Les premières missions à effectuer des relevés détaillés ont découvert que la température moyenne de surface de Titan se situait aux alentours de moins 180 degrés Celsius, ce qui est extrêmement froid, mais cela n'a pas empêché la présence de phénomènes fascinants à l'échelle planétaire. Au contraire, ce froid persistant a favorisé la stabilité de substances qui, sur Terre, se trouveraient naturellement sous forme gazeuse, à commencer par le méthane, qu'il faut nommer CH4, et l'éthane, qui se formule en C2H6. À ces températures extrêmement basses, ces hydrocarbures peuvent, sur Titan, se condenser et former des lacs. C'est ainsi que, pour la première fois, des chercheurs ont pu documenter l'existence de véritables mers et de lacs d'hydrocarbures liquides à la surface d'un autre monde que le nôtre. Les images transmises suggèrent même l'existence d'un cycle complexe, analogue au cycle terrestre de l'eau, mais fondé cette fois sur des composants carbonés. Ces bassins de méthane et d'éthane liquide ont immédiatement éveillé la curiosité des scientifiques, car ils constituent un environnement chimique hors norme, susceptible de receler des réactions prébiotiques, c'est-à-dire des processus chimiques potentiellement précurseurs de la vie. En effet, les hydrocarbures peuvent s'assembler en structures moléculaires variées, et la chimie organique permet l'émergence de composés de complexité croissante. Vu la composition des lacs et l'épaisse brume qui enveloppe Titan, il semble plausible qu'une chimie encore inconnue se mette en place là-bas, sans pour autant être exactement celle que nous connaissons sur Terre. De nombreuses théories proposent par exemple que, dans le contexte froid de Titan, des réactions lentes pourraient créer des molécules complexes, potentiellement porteuses d'une chimie carbonée très élaborée. Toutefois, ce n'est pas là la seule piste d'habitabilité que Titan offre aux chercheurs. En étudiant l'interaction gravitationnelle entre la Lune et la géante gazeuse Saturne, les scientifiques ont raisonné sur l'étirement et la compression que Titan subit au cours de chaque orbite. Ce phénomène, appelé énergie maréale, implique un échauffement interne du satellite du fait des frottements dans ses couches profondes. Certes, pour Titan, cette énergie maréale est jugée moins puissante que celle exercée sur d'autres lunes plus soumises aux tensions gravitationnelles, mais elle demeure non négligeable. L'on considère en effet qu'un apport durable de chaleur interne, aussi modeste soit-il, peut entretenir, sur des échelles de temps géologiques, un volume d'eau liquide niché sous la coquille de glace externe de Titan. C'est pourquoi, maintes observations et mesures récentes suggèrent fortement l'existence d'un vaste océan caché, composé d'eau et d'ammoniac, que l'on nomme NH3, parce que l'ammoniac abaisse le point de congélation de l'eau et aide à maintenir un état liquide, même à ces températures si hostiles. Dans la partie interne de Titan, la pression exercée par la croûte glacée et la chaleur produite par l'activité interne pourraient donc maintenir cet océan dans un état liquide depuis des millions, voire des milliards d'années. Cet environnement est d'autant plus captivant qu'il représente, pour les exobiologistes, un nouveau seuil de possibilités. L'eau liquide est considérée comme un critère majeur pour identifier des endroits potentiellement habitables, et sa coexistence avec un apport d'énergie interne et une chimie diversifiée ouvre la voie à l'hypothèse de formes de vie sous la surface de Titan. Évidemment, il faut souligner que les sondes dont nous disposons jusqu'à présent n'ont pas permis d'effectuer des forages pour prélever directement l'eau de cet hypothétique océan. Les données se fondent plutôt sur des mesures de gravité, d'altitude topographique et d'analyse de la rotation de Titan, qui démontrent que sa croûte peut se déplacer indépendamment de son noyau, suggérant ainsi la présence d'une couche fluide entre le noyau rocheux et la banquise externe. Pour l'étude de la chimie organique en surface, l'un des grands intérêts est de comprendre comment un lac d'hydrocarbures pourrait potentiellement initier ou abriter des processus qui, sur Terre, seraient qualifiés de prébiotiques. Les lacs de méthane, s'ils contiennent des molécules organiques variées, pourraient servir de réceptacle à des assemblages moléculaires. Il faut rappeler que sur notre planète, la vie s'est développée dans l'eau liquide,
et a pu évoluer grâce à une grande richesse en molécules carbonées, à des sources d'énergie et à des mécanismes de concentration permettant aux réactions chimiques de croître en complexité. Sur Titan, la logique d'une chimie organique superficielle repose sur la faculté des hydrocarbures liquides à dissoudre certains composés, à les concentrer et à former des structures de plus en plus complexes. Naturellement, on ne s'attend pas à observer un équivalent des cellules vivantes terrestres dans des hydrocarbures, dans la mesure où la chimie et la température sont trop différentes de ce que l'on connaît chez nous. Toutefois, la notion de chimie prébiotique se fonde moins sur l'idée qu'une vie identique à la nôtre apparaîtrait et davantage sur la possibilité que s'accumulent des briques moléculaires intéressantes pour comprendre comment la vie pourrait émerger ailleurs. Ce serait une révélation majeure pour l'exobiologie, ouvrant la porte à de nouveaux scénarios d'évolution chimique. Dans les profondeurs, l'océan d'eau et d'ammoniac propose un tout autre contexte, plus proche d'une inhérence aquatique comparable à ce qui se passe sous la banquise de certaines régions polaires terrestres. Les spécialistes suggèrent que, bien à l'abri sous l'épaisse coquille glacée, il ferait plus chaud qu'en surface, même si le terme plus chaud reste relatif aux conditions extrêmes de Titan. Les estimations chiffrent là encore des températures nettement inférieures à zéro, mais éventuellement suffisantes pour maintenir un mélange d'eau et d'ammoniac à l'état liquide. L'idée selon laquelle des réactions chimiques pourraient s'y produire repose sur un raisonnement simple. L'eau, même mélangée à de l'ammoniac, reste un solvant capable d'héberger diverses réactions organiques, pour peu qu'elle bénéficie de quelques sources d'énergie et d'un certain stock de nutriments. L'énergie maréale, même assez faible, peut assurer un peu de chaleur. De plus, si le noyau rocheux libère des minéraux ou des éléments chimiques, on pourrait assister à des échanges qui alimentent cet environnement confiné. Pour la vie microbienne, ce type de milieu pourrait suffire à soutenir une biosphère de profondeur dans un contexte qu'on peut rapprocher, toute proportion gardée, de certaines niches hydrothermales terrestres. Reste à déterminer s'il y a des cheminées sous-marines ou des flux hydrothermaux qui exuderaient minéraux et gaz dans cet océan caché. La question de l'habitabilité ne se résume pas à l'eau et à la chaleur, mais inclut tout un ensemble de réactions chimiques possibles entre la roche, l'eau, l'ammoniac et d'éventuels constituants organiques. Dans l'optique de mieux comprendre ces environnements multiples, la mission Dragonfly, proposée par la NASA, suscite un formidable enthousiasme chez tous ceux qui s'intéressent à Titan. Dragonfly, conçu comme un véritable laboratoire mobile, se présente sous la forme d'un engin équipé de rotors, autrement dit un hélicoptère léger capable de se déplacer dans l'atmosphère de Titan. Cette approche a été choisie parce que la densité atmosphérique élevée et la faible gravité du satellite se prêtent particulièrement bien à un mode de transport aérien. Avec cet engin, les scientifiques aspirent à explorer différents sites géologiques, à prélever des échantillons au sol et à analyser, sur place, la composition chimique de la matière. Bien qu'il s'agisse d'une première en matière de mobilité aérienne sur un autre monde, l'équipe espère pouvoir effectuer plusieurs atterrissages successifs, ce qui permettrait d'étudier diverses zones, notamment en recherchant des endroits riches en matières organiques sédimentées ou en dépôts résultant de l'évaporation de ces lacs de méthane et d'éthane. Grâce à des instruments de spectrométrie, Dragonfly devrait mesurer la répartition des éléments chimiques et repérer de possibles composés complexes. Les concepteurs de la mission s'intéressent aussi de près à la géophysique de Titan. Même s'il ne sera pas question de forêt en profondeur, les études magnétiques et gravimétriques, combinées à la télédétection, fourniront de nouvelles informations sur l'épaisseur de la croûte de glace et potentiellement sur la nature de l'océan souterrain. Les changements subtils de la rotation de Titan, ou d'éventuelles oscillations détectées depuis la surface, pourraient confirmer la présence d'une couche liquide. Ainsi, de façon indirecte, Dragonfly pourrait aider à clarifier comment l'énergie interne se véhicule depuis les couches profondes vers la surface et précise, par voie de conséquence, si cet océan peut rester liquide sur le long terme. Un autre aspect passionnant de cette mission est son intérêt pour les processus atmosphériques de Titan, qui demeurent relativement mal compris. Les variations saisonnières, le renouvellement du méthane dans l'atmosphère et les précipitations occasionnelles de gouttes d'hydrocarbures sont autant de phénomènes qui soulèvent des interrogations sur les réservoirs et les échanges entre l'air et la surface. Dragonfly pourrait effectuer des mesures en vol, détectant peut-être des gradients de température, d'humidité et de composition chimique, afin de percer les mystères du climat particulier de Titan. Du point de vue de l'exobiologie,
l'exploration simultanée de la chimie de surface et de la structure interne pourrait aider à mieux saisir les liens éventuels entre l'environnement superficiel et l'océan souterrain. On peut imaginer que certains composés organiques, produits dans l'atmosphère ou à la surface des lacs, pourraient, au fil des temps géologiques, migrer vers l'océan interne, où ils seraient alors amenés à interagir avec la roche et l'ammoniac dissous. Si une telle circulation de matière existe, elle pourrait fournir un flux nutritif ou chimique, renforçant la perspective d'un écosystème isolé en profondeur. Toutefois, personne ne sait avec certitude si ou comment ces échanges se réalisent. Dragonfly, grâce à sa capacité à se déplacer et à collecter des données in situ, a pour ambition de révéler des indices indirects de cette éventuelle jonction. Sur la question de la chimie organique en surface, les scientifiques souhaitent étudier de plus près la composition exacte des dépôts solides autour des lacs, ainsi que la diversité des molécules contenues dans ces lacs eux-mêmes. S'il subsiste des traces de vapeur ou de brume faisant suite à une récente évaporation, des analyses pourraient donner des renseignements capitaux sur les couches les plus volatiles, celles qui concentrent parfois des composés précaires et fragiles. On s'attend aussi à percer le secret de la formation de ces structures étranges qui se dessinent sur d'immenses distances, comme des modèles de drainage complexes qui rappellent certaines zones désertiques sur Terre, mais façonnées par un fluide différent. Le défi est d'interpréter ces indices dans un environnement si différent du nôtre, où l'eau n'existe pas en surface, remplacée par des hydrocarbures liquides, alors que l'eau demeure confinée dans les profondeurs. Une meilleure compréhension de la dynamique de ces lacs, qu'il s'agisse du dépôt de sédiments organiques ou de la possible existence de littoraux variables, aidera à cerner l'origine et l'évolution chimique de Titan. Les études en laboratoire sur Terre montrent déjà que le méthane et l'éthane peuvent dissoudre partiellement certains composés azotés et même former des particules solides si les conditions de température et de pression fluctuent sensiblement. Sur Titan, l'abondance d'azote dans l'atmosphère vient compléter ce tableau. Le gaz majoritaire à la surface est en effet le diazote, que l'on peut désigner par N2. La présence de ce gaz, conjuguée à des traces d'hydrogène, H2, et d'autres composants, laisse entrevoir des réactions multiples dès lors que l'on injecte un peu d'énergie, ce qui peut arriver via la lumière du soleil, lorsqu'elle n'est pas entièrement bloquée par la brume, ou via l'activité électrique d'éclairs hypothétiques dans les nuages de Titan. Les orages sur Titan, s'ils existent, se déroulent bien sûr dans un froid glacial, autour de moins 180 degrés Celsius, mais pourraient constituer un apport d'énergie assez significatif pour casser certaines molécules et en former de nouvelles. Dragonfly, équipé de capteurs spécifiques, pourrait observer directement l'atmosphère et peut-être confirmer ou infirmer l'existence de ces phénomènes électrométéorologiques encore débattus. Au-delà de l'analyse de ces environnements de surface, la mission vise aussi à comprendre la structure profonde de Titan, car l'océan d'eau et d'ammoniac, s'il est présent, recouvre peut-être un noyau mêlé de roches et de glaces solides. Les modélisations suggèrent que le noyau pourrait contenir des minéraux riches en fer et en silicate, lesquels pouvant réagir chimiquement avec l'eau et l'ammoniac. De telles réactions libéreraient potentiellement de l'hydrogène moléculaire, que l'on nomme H2, et d'autres gaz dissous, susceptibles de servir de source d'énergie chimique à des éventuels micro-organismes. Sans agir soi-même comme un submersible, Dragonfly pourrait néanmoins identifier, à travers des signatures géophysiques ou chimiques, des processus en lien avec cette éventuelle réactivité dans les profondeurs. Même s'il est trop tôt pour savoir si la mission mettra en lumière des preuves tangibles de vie, la simple confirmation d'une chimie organique évoluée, dans un contexte océanique interne, constituerait déjà une découverte majeure. En effet, établir que Titan réunit deux milieux distincts, lac d'hydrocarbures en surface et océan d'eau ammoniaque en profondeur, signifie reconnaître la coexistence de deux laboratoires naturels au sein d'un même objet céleste. D'un côté, la surface permet de tester l'hypothèse d'une chimie prébiotique à basse température, dans un solvant non aqueux. De l'autre, les entrailles de Titan fournissent un environnement aqueux susceptible de rappeler certains habitats extrêmes de la Terre, qui se sont parfois révélés étonnamment favorables à la vie microbienne. Le fait de disposer d'informations sur ces deux étages fait de Titan un cas d'étude unique dans tout le système solaire.
Un des moyens de mieux comprendre la contribution éventuelle de l'énergie maréale à la stabilité de l'océan souterrain sera l'analyse par Dragonfly des variations subtiles de l'inclinaison de Titan au fil du temps, ainsi que des marées atmosphériques. Les chercheurs sauront peut-être quantifier la déformation de la Lune durant son orbite autour de Saturne, ce qui livrera des indications sur la rigidité de ses couches internes et la profondeur de l'océan. Si l'équipe de la mission parvient à faire coïncider les mesures de terrain avec les modèles théoriques, on aura une vision plus détaillée du bilan thermique de Titan et de la manière dont il est réparti. L'objectif ultime, pour la NASA et la communauté scientifique internationale, est de réaliser une cartographie chimique et géophysique approfondie de la Lune, afin de dresser un portrait global de son habitabilité potentielle. Chaque découverte sur Titan pourrait éclairer la question brûlante de savoir si la vie, ou du moins des prémices de la vie, peut éclore dans des environnements très différents de ceux de la Terre. Ainsi, la mission Dragonfly incarne un nouvel espoir de percer les mystères de ce gigantesque laboratoire naturel. Au fil des survols et des analyses, nous découvrirons à quel point Titan recèle peut-être des voies chimiques originales et dans quelle mesure son océan souterrain est susceptible de rassembler les ingrédients essentiels pour soutenir un écosystème inédit. L'exploration minutieuse de cette Lune n'est pas uniquement guidée par la curiosité, elle s'inscrit aussi dans la quête de nos origines. Car plus nous comprenons les processus chimiques capables de produire des molécules complexes, plus nous affinons notre compréhension de la manière dont la vie peut émerger dans l'univers et persister malgré des conditions a priori défavorables. Titan, avec son double visage fait d'hydrocarbures à la surface et d'eau en profondeur, offre l'une des démonstrations les plus saisissantes de la variété infinie de mondes possibles autour des grandes planètes. Et bien que le climat glacial y règne sans partage, cette Lune a de quoi faire rêver tous ceux qui s'interrogent sur les infinies possibilités de la chimie organique et les endroits inattendus où la nature parvient à s'organiser, voire à grandir, dans un cosmos où chaque découverte nous rappelle qu'il reste d'immenses contrées inconnues à explorer. Depuis leur découverte au début du XVIIe siècle par Galilée, Ganymède et Callisto suscitent l'intérêt des astronomes. Ganymède, le plus grand satellite du système solaire, dépasse la planète Mercure et possède un champ magnétique actif, caractéristique inhabituelle pour une Lune. Callisto, de son côté, exhibe une surface criblée de cratères évoquant un monde glacé figé dans le temps. À mesure que les sondes spatiales ont affiné nos connaissances, on a découvert que ces lunes cachaient peut-être des océans enfouis. Leur structure interne, leur potentiel de chaleur résiduelle et la possible présence d'eau liquide sous plusieurs kilomètres de glace continuent d'animer la curiosité scientifique. La sonde Galileo, entre 1995 et 2003, a ouvert la voie, en confirmant que Ganymède possédait son propre champ magnétique stable. Des mesures de sonde ont également suggéré qu'un océan souterrain imprégné de sel se nichait sous la glace. Ce champ interne, produit par la rotation d'un noyau métallique fluide, distingue Ganymède de la plupart des autres lunes. En parallèle, on a détecté chez Callisto un phénomène similaire, bien que moins intense. Là encore, des variations indéniables du champ de Jupiter traduisent un courant électrique interne, signe d'eau liquide chargée en ions. Pourtant, Callisto affiche une activité géologique plus réduite, ce qui soulève des interrogations sur l'épaisseur et la température de son éventuel réservoir subglaciaire. La présence d'eau sous la glace implique un mécanisme de maintien de chaleur interne. Ganymède profite d'un effet de marée renforcé par sa résonance orbitale avec Io et Europe, qui provoque de légères déformations du satellite et un échauffement de la structure interne. En parallèle, la désintégration d'éléments radioactifs au cœur de la Lune fournit un apport supplémentaire de chaleur. Cette combinaison soutient la possibilité d'un océan stratifié, avec des couches de glace et d'eau de salinité différentes, pouvant s'étager sur plusieurs centaines de kilomètres. En revanche, Callisto n'est pas en résonance dynamique aussi forte et semble générer moins de chaleur par friction de marée. Son océan hypothétique pourrait ainsi exister essentiellement grâce à une chaleur résiduelle plus modeste. Pour qu'un océan héberge d'éventuelles formes de vie, il faut un échange entre l'eau et le fond rocheux, comme dans les systèmes hydrothermoterrestres. Sur Ganymède, l'épaisseur de la couche glacée et la distance entre la roche et l'eau pourraient limiter ou empêcher ce type de circulation intense.
les scientifiques restent partagés sur la probabilité d'une chimie complexe, prenant place au contact direct du manteau rocheux. Callisto, avec une dynamique interne encore plus faible, offre un cadre probablement moins favorable à ce genre d'activité. Malgré tout, la présence d'un océan, même isolé, demeure précieuse pour la recherche de biosignatures éventuelles. Les saumures très froides résistent mieux au gel, ce qui nourrit l'hypothèse d'environnement durable sur des temps géologiques. Les sondes futures se concentreront sur la cartographie de la gravité et du champ magnétique. La mission Jupiter Icy Moons Explorer, ou JUICE, portera une attention particulière à Ganymède, dont elle sera la première sonde à orbiter. Les mesures de gravité permettront de déterminer la répartition des différentes couches internes, tandis que le magnétomètre renseignera sur la structure exacte de son champ interne et sur la réponse électrique de l'océan face à l'environnement jovien. En comparant la profondeur, l'étendue et la salinité de l'eau, on espère résoudre la question de la stratification multiple évoquée par les modèles. Pour Callisto, JUICE réalisera aussi plusieurs survols afin d'évaluer l'épaisseur de la croûte, la présence d'un océan et son degré possible de différenciation. Pour approfondir la question des océans enfouis, les mesures dites induites fourniront des indices sur la conductivité du liquide. Quand Callisto et Ganymède traversent le champ magnétique de Jupiter, l'océan, s'il existe, génère un signal mesurable. Les scientifiques pourront en déduire sa profondeur, son épaisseur et sa composition ionique approximative. Des appareils comme le radar de subsurface sonderont également la glace, identifiant des interfaces où la vitesse de propagation des ondes change soudainement, signe de la transition entre glace solide et poche d'eau liquide. Les données de gravité, enfin, mettront en évidence d'éventuelles couches plus denses, par exemple des accumulations rocheuses ou des zones de glace mélangées à la roche, traçant une image détaillée de l'intérieur de chaque lune. Les enjeux dépassent la simple cartographie. Si Ganymède confirme la présence d'un vaste océan actif, les chercheurs espèrent détecter des mouvements de convection ou des variations thermiques localisées, susceptibles d'indiquer une chimie subaquatique. Pour Callisto, la question est de savoir si un océan peu énergétique peut demeurer stable sur des aires géologiques sans s'évaporer ou geler. Les radiations intenses de l'environnement jovien compliquent aussi la survie de molécules organiques à la surface, même si la glace peut agir comme un bouclier partiel en profondeur. À terme, la mission pourrait inspirer des projets de sondes de surface, voire de forage, afin de tester directement l'eau subglaciaire. Ces perspectives alimentent la fascination pour ces deux mondes aux allures silencieuses, mais potentiellement riches en surprises. L'étude de ces océans engloutis éclaire aussi l'évolution globale des lunes joviennes. Ganymède, avec son noyau de métal liquide, aurait subi un processus de différenciation interne poussé, séparant clairement la glace, l'océan et le manteau rocheux. Callisto, moins chauffé, pourrait afficher une différenciation incomplète, où glace et roche coexistent de manière plus chaotique. Ces différences de structure racontent une histoire faite de collisions initiales, d'accrétions progressives et de résonances orbitales changeantes. Les irrégularités gravitationnelles mesurées par JUICE permettront de vérifier si Callisto conserve des vestiges de cet état primitif. Quant à Ganymède, sa croûte plus jeune, certains endroits laissent penser que des remontées d'eau liquide ou des rééquilibrages de la glace ont pu se produire à divers moments de son histoire. Au fil des prochains survols, la température de surface de Callisto, avoisinant moins 140 degrés Celsius, sera examinée. Bien que ce froid intense semble limiter toute activité chimique, la science planétaire sait désormais que des processus insoupçonnés peuvent se dérouler en sous-sol. Plusieurs observations laissent penser que les glaces de Callisto pourraient renfermer des molécules riches en azote ou en carbone. Dans des conditions de pression élevée, elles pourraient former des mélanges insolites, capables de contribuer à la formation d'acides aminés élémentaires si une source d'énergie suffisante existe. Cet exemple montre que même sur le satellite le plus discret, la chimie est complexe, et la frontière entre l'inerte et le possible s'avère parfois ténue dans l'obscurité d'un océan souterrain. Triton, l'une des lunes de la planète Neptune,
intrigue depuis qu'elle a été photographiée de près par la sonde Voyager 2 à la fin du mois d'août 1989. À cette époque, les scientifiques ignoraient encore à quel point elle était particulière. On la connaissait surtout pour son orbite rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de Neptune en sens inverse de la rotation de sa planète. Cette caractéristique laisse penser que Triton n'est pas né avec Neptune, mais qu'elle a été capturée bien plus tard, probablement en provenance de la ceinture de Kuiper, une vaste région située au-delà de l'orbite de la planète Neptune et peuplée de petits corps glacés similaires à Pluton. Cette hypothèse de la capture est centrale pour comprendre la chaleur interne de Triton, car l'interactions gravitationnelles passées, lors du piégeage de cette lune, aurait pu générer d'intenses forces de marée au sein de sa structure. Au moment de stabiliser cette nouvelle orbite, Triton aurait subi d'importants étirements et compressions internes, chauffant ainsi les couches profondes de la Lune. Aujourd'hui, même si l'intensité de ce processus a baissé depuis longtemps, il existe suffisamment d'indices suggérant qu'un océan interne, maintenu à l'état liquide par une source de chaleur résiduelle, pourrait encore se cacher sous la croûte glacée. Quand Voyager 2 a survolé Triton, ses caméras ont révélé un paysage étonnamment jeune, dépourvu du nombre de cratères que l'on aurait pu attendre d'une lune évoluant depuis des milliards d'années dans le système solaire externe. En effet, plus une surface est ancienne, plus elle est exposée aux impacts de micrométéorites et autres collisions, laissant derrière elle de nombreux cratères visibles. Or ici, la fraîcheur géologique constituait un indice fort d'une activité en cours. L'instrumentation de Voyager 2 a même pu observer ce qu'on appelle cryogeyser, de longs panaches sombres éjectés depuis la surface glacée, semblables à des geysers sur Terre, à ceci près qu'au lieu d'eau chaude, il s'agissait vraisemblablement de fluides glacés mêlés à des particules, le tout propulsé par la pression interne exercée en profondeur. Cette découverte directe d'une forme de volcanisme à basse température, que les scientifiques nomment cryovolcanisme, fut l'une des plus grandes surprises de la mission. En effet, pour qu'un tel phénomène ait lieu, il faut nécessairement une source de chaleur interne permettant de faire circuler un liquide ou un matériau semi-solide sous la surface gelée. Sur Triton, les chercheurs soupçonnent un mélange de chaleur résiduelle provenant de la capture orbitale, de la désintégration d'éléments radioactifs dans le noyau rocheux et d'anciens effets de marée. Malgré les températures de surface extrêmement basses, estimées à environ moins 235 degrés Celsius, la chaleur répartie en profondeur pourrait donc être assez importante pour maintenir une zone liquide. Cette idée d'un océan sous la glace s'accorde avec différents modèles suggérant que la croûte externe de Triton est composée de plusieurs couches, dont une enveloppe glacée solide à la surface, éventuellement suivie d'une banquise plus ductile, et enfin d'un noyau majoritairement rocheux, enrichi en métaux et en minéraux. À la frontière entre le noyau et la couche d'eau profonde, les interactions physico-chimiques pourraient permettre la libération de certaines molécules, comme par exemple du dihydrogène, molécule notée H2, ou d'autres composés qui, sur Terre, constituent des sources d'énergie exploitables par des micro-organismes dans les évents hydrothermaux des fonds marins. Bien sûr, aucune preuve directe de vie n'existe pour Triton à ce jour, mais la présence potentielle de chaleur, d'eau liquide et de minéraux laisse au moins planer la possibilité de niches habitables. Les environnements terrestres similaires montrent que certaines formes de vie parviennent à s'épanouir sans l'aide de la lumière solaire, en se basant plutôt sur des réactions chimiques. Or, si ce type d'énergie est présent aussi loin dans le système solaire, cela élargit considérablement la liste des endroits où des formes de vie simples pourraient se maintenir. Malgré l'intérêt suscité par Triton, aucune nouvelle mission n'a pour l'instant survolé cette lune depuis la visite de Voyager 2. Les astronomes et ingénieurs spatiaux aimeraient pourtant y retourner avec des instruments plus modernes, capables de mesurer précisément la composition de la surface et d'éventuels panaches d'éjection. On pourrait envisager par exemple un orbiteur spécialement conçu pour surveiller l'activité cryovolcanique, mesurer la topographie, scruter la composition chimique en différents points et éventuellement détecter des variations locales de champs gravitationnels. Ces mesures affineraient la compréhension des mouvements de marée, de la structure interne et de la quantité de chaleur dégagée. Certains projets proposés, comme une mission baptisée dans le passé Trident, visent à explorer Neptune et Triton afin de vérifier expérimentalement la présence de cet océan interne et ses caractéristiques. Pour l'heure, aucun lancement n'est officiellement acté, principalement
en raison du coût et de la complexité logistique liée à la grande distance qui sépare la Terre de Neptune. Il faut en général plus d'une dizaine d'années pour atteindre ces régions reculées du système solaire, ce qui exige un entretien technique extrêmement poussé des engins, ainsi qu'une source d'énergie fiable et durable. Pluton, de son côté, est longtemps resté dans l'ombre par manque de données. Découverte en 1930, elle fut considérée comme la 9e planète du système solaire jusqu'en 2006, avant d'être reclassée dans la catégorie des planètes naines. Pluton partage de nombreux points communs avec des objets de la ceinture de Kuiper, ce qui a motivé cette révision. Sa distance au Soleil est considérable, et la lumière solaire y est nettement plus faible que sur Terre ou même sur Jupiter. En surface, Pluton présente des températures en moyenne autour de moins de 130 degrés Celsius, parfois un peu plus haute ou plus basse, selon la saison et l'endroit. Durant des décennies, nos connaissances directes de Pluton et de sa grande lune Charon se limitaient à des observations télescopiques qui révélaient seulement des indications sur la couleur, la taille approximative et quelques pistes sur la composition de surface, pouvant inclure des glaces d'azote, de méthane ou de monoxyde de carbone. Ce manque criant de détails a perduré jusqu'à la mission New Horizons, lancée par la NASA en 2006 et arrivée à proximité de Pluton en juillet 2015. Le survol de New Horizons a transformé notre vision de cette planète naine. Les images en couleur ont révélé une surface remarquablement variée, avec des zones de glace d'azote, des montagnes de glace d'eau et un vaste cœur clair appelé région tombeau, immédiatement reconnaissable et devenu l'emblème de Pluton. Plus surprenant encore, l'exploration a mis en évidence de vastes plaines dépourvues de cratères, baptisées plaines Spoutnik. Cette absence de cratères suggère un renouvellement géologique relativement récent. Pour que de telles resurfactions se produisent, il faut qu'il y ait un processus interne actif, capable de remodeler la surface glacée. Parmi les hypothèses avancées, la possibilité d'un cryovolcanisme implique la remontée, depuis le sous-sol, d'un matériau liquide ou d'une glace plus chaude qui viendrait se répandre sur la surface. C'est particulièrement étonnant car, à ces distances glaciales, on s'attendrait à trouver des mondes totalement figés et géologiquement endormis depuis des éons. Or, Pluton démontre tout le contraire, et certains reliefs, comme d'imposants dômes ou monticules, semblent être les vestiges d'anciennes éruptions cryovolcaniques. La cause de cette activité n'est pas encore entièrement comprise. Une partie de la chaleur pourrait provenir de la désintégration d'éléments radioactifs naturels piégés dans le noyau rocheux. Il est également possible qu'un léger effet de marée existe, notamment parce que Pluton et Charon présentent une configuration particulière où les deux corps orbitent autour d'un barycentre commun, faisant qu'ils se font face en permanence. L'autre facteur clé concerne la présence d'un éventuel océan sous la surface de Pluton. Les modèles suggèrent qu'en dessous d'une épaisse couche de glace d'eau et de glace plus exotique, on pourrait trouver un mélange partiellement liquide, maintenu à l'état fluide par la présence d'ammoniac, molécule notée NH3, qui agit comme un antigel, abaissant le point de congélation de l'eau et permettant ainsi la persistance d'un océan interne à des températures de plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro. Même si ces températures nous paraîtraient glaciales, elles sont suffisantes pour empêcher la totalité de l'eau de geler. L'océan ainsi maintenu pourrait être relativement concentré en sel ou en ammoniac, formant une sorte de mélange boueux et plus ou moins visqueux. Les observations géologiques, comme la forme bombée de certaines régions, suggèrent qu'un tel océan peut exercer des pressions ascendantes sur la croûte externe, déformant et fracturant la surface quand il se dilate ou se contracte au fil du temps. Ceci expliquerait certains champs de fractures géantes et apporterait un indice en faveur d'une activité géologique interne sur le long terme. Du point de vue de l'habitabilité potentielle, Pluton n'est pas le premier corps qui vient à l'esprit. Elle reçoit extrêmement peu d'énergie solaire, et sa température de surface reste proche de valeurs extrêmement basses. Toutefois, la découverte d'indices de cryovolcanisme et la présence supposée d'un océan interne soutenu par une chimie complexe ont fait naître l'idée qu'une forme de vie, même très rudimentaire, pourrait potentiellement exister dans des niches souterraines. Si des molécules organiques, semblables à celles détectées sur d'autres lunes glacées plus proches, étaient présentes sous la surface de Pluton, on peut imaginer un écosystème reposant sur des réactions chimiques, tout comme on le soupçonne pour certains fonds océaniques terrestres. Les radionucléides, contenus dans les roches qui composent le noyau, se désintègrent lentement et libèrent un peu de chaleur.
tandis que des réactions chimiques entre l'eau et ce noyau rocheux seraient susceptibles de dégager de l'hydrogène, du méthane ou d'autres composés qui, sur Terre, servent d'aliment à des micro-organismes spécifiques. Cela reste évidemment très hypothétique, d'autant plus qu'aucun atterrisseur n'est venu forer le sol de Pluton. Mais l'intérêt pour ce type de questions grandit au fil des découvertes. Le défi consiste désormais à recueillir de nouveaux indices. Après le survol rapide de New Horizons, il n'y a pas eu de prolongation de mission vers un orbiteur de Pluton. La sonde poursuit actuellement sa route dans la ceinture de Kuiper pour étudier d'autres corps lointains. Plusieurs équipes de recherche ont proposé des projets de missions futures, visant à se mettre en orbite autour de Pluton. Ce genre d'exploration permettrait de cartographier l'intégralité du globe nain, d'analyser la composition de son atmosphère ténue et éventuellement de détecter de nouvelles manifestations de cryovolcanisme encore actives. On pourrait aussi y placer un sismomètre, un radar pénétrant la glace, et divers spectromètres capables de caractériser la chimie de surface avec précision. Malheureusement, se rendre à Pluton, l'insérer en orbite et mener des recherches poussées exigerait non seulement une technologie de propulsion avancée, mais aussi d'importantes ressources financières et un temps de trajet pouvant dépasser 10 ans. Malgré ces contraintes, la perspective d'identifier des sites où subsiste un océan profond et où des processus géologiques et chimiques continuent à se dérouler demeure l'un des horizons les plus fascinants de l'exploration spatiale. Mimas, lune discrète de Saturne, intrigue désormais les chercheurs par la possibilité d'un océan dissimulé sous une épaisse couche glacée. Bien que son diamètre ne dépasse pas quelques centaines de kilomètres, certains indices gravitationnels et variations de rotation suggèrent l'existence d'eau liquide dans ses profondeurs. Ce scénario surprend parce que les forces de marée, censées chauffer l'intérieur d'une lune, paraissaient faibles pour un si petit corps. Pourtant, même de modestes déformations, répétées au fil de l'orbite autour de Saturne, peuvent générer suffisamment de frottement interne pour maintenir une poche d'eau à une température supérieure à 0 degré Celsius. Afin de confirmer cette hypothèse, les chercheurs comparent des modèles de conduction thermique à des simulations mécaniques, espérant résoudre ce débat et déterminer si Mimas pourrait ou non héberger un environnement habitable. La présence de sel, éventuellement mélangé à l'eau, abaisserait encore le point de congélation. Ainsi, même si la coque de glace est redoutablement épaisse, un mince océan peut subsister au fond, donnant à Mimas le statut de laboratoire naturel pour étudier l'émergence de milieux liquides extrêmes. En effet, cette lune longtemps négligée pourrait résumer les limites entre les objets stériles et les mondes vraiment accueillants à la vie microbienne. Si l'on découvrait un océan stable, même de taille modeste, on s'interrogerait immédiatement sur l'énergie chimique à l'intérieur, la possible présence de composés carbonés et la stabilité à long terme d'un tel système. Dans l'attente d'une mission permettant de sonder directement la croûte, Mimas demeure un cas test passionnant, car il rappelle que la taille d'une lune n'est pas l'unique paramètre déterminant pour l'habitabilité. La dissipation des marées et la structure géologique peuvent aussi jouer un rôle majeur. Simultanément, dans la ceinture d'astéroïdes, la planète naine Cérès, autrefois classifiée comme astéroïde, apporte un contre-exemple tout aussi surprenant de monde glacé, cumulant des indices d'activité interne. Les observations effectuées par la sonde Dawn ont révélé sur sa surface des dépôts lumineux, composés de carbonate de sodium et autres sels, notamment dans le cratère Okator. Ces traces de cryovolcanisme indiquent que des saumures ont récemment jailli à la surface, solidifiant au contact du vide spatial où la température oscille largement sous 0 degré Celsius. Cette activité nécessite une source de chaleur interne, potentiellement liée à la désintégration radioactive et à la structure de la croûte, qui pourrait permettre à l'eau salée de demeurer à l'état liquide en profondeur. Les carbonates identifiés suggèrent la présence passée ou actuelle de processus hydrothermaux, qui auraient dissous des minéraux avant de les transporter vers la surface. En vue de l'astrobiologie, un océan profond sur Cérès, même partiel, ouvre des perspectives quant à la formation d'environnements favorables à la chimie carbonée. L'importance de l'interaction entre eau liquide et roches riches en silicates reste un enjeu crucial.
Il s'agit de la clé pour générer du dihydrogène ou d'autres composés nécessaires au développement potentiel d'écosystèmes. Même si Cérès ne jouit pas des puissantes forces de marée que subissent les lunes de Jupiter ou de Saturne, sa masse et ses réserves d'éléments radioactifs pourraient suffire à entretenir des réservoirs discrets d'eau. La découverte des carbonates de sodium, répandus sur plusieurs zones de la surface, laisse penser à un cycle géochimique actif, capable de renouveler ces matériaux en partie. Les scientifiques espèrent poursuivre l'étude de Cérès grâce à de futures missions, dotées de radars pénétrant la glace et d'instruments capables de cartographier précisément la structure interne. Les résultats permettraient de vérifier si l'on a affaire à un océan stable ou à des poches d'eau transitoires, tout en évaluant la composition chimique de ces milieux souterrains. Quoi qu'il en soit, l'existence d'un cryovolcanisme récent bouleverse l'image de cette planète naine, longtemps considérée trop petite et trop froide pour connaître de tels phénomènes. On comprend ainsi pourquoi les agences spatiales américaines et européennes placent désormais les mondes océaniques au cœur de leurs priorités. Dans cette feuille de route, Encelade, avec ses panaches de vapeur d'eau, ses traces de composés organiques et ses indices d'activité hydrothermale, reste la cible la plus alléchante pour l'exploration habitabilité. Le plan consiste à développer une mission qui survolerait plusieurs fois la région polaire sud, là où se localisent différents geysers. En passant à travers ces jets, la sonde pourrait collecter des particules glacées